Salut à tous et bienvenue pour ce top 15 perso du mois d'avril. Un top 15 qui est attendu depuis pas mal de temps, parce que énormément de gens n'arrêtent pas de me demander tu pourrais dire tes films live action préférés, tes films live action préférés. J'arrête pas de parler la plupart du temps d'animation lorsqu'il s'agit de films, et c'est vrai que je m'étends pas beaucoup sur le live action et j'aime tout autant un niveau que l'autre, hein. Si je devais vraiment faire un comparatif, dire ce que je préfère d'un point de vue plus conceptuel qu'autre chose, je dirais que oui, j'ai un peu plus d'affection pour l'animation, enfin certaines formes d'animation, que pour le live action, ou plutôt la prise de vue réelle, hein, pour faire plaisir aux Français qui n'aiment pas qu'on utilise ce terme-là. Mais voilà. Parce que c'est en termes de concept, je trouve que l'animation, bien faite bien entendu, peut amener à beaucoup de choses, peut s'ouvrir à beaucoup plus de choses que l'imagination peut atteindre. Même si depuis quelques temps, grâce aux effets spéciaux, le live action peut presque faire pareil. Mais à ce moment-là, oui, si on va à fond dans les effets spéciaux, est-ce que ça devient vraiment un film en prise de vue réelle au bout du compte? On peut en démontrer un petit peu de ça. Le fait est que oui, hein, les films en prise de vue réelle peuvent être tout aussi sympas que les films en animation sur le principe, hein, j'ai aucun problème avec ça. J'en parle pas trop parce que c'est pas non plus un truc sur lequel je veux me pencher en détail. C'est Pour ce genre de choses, il faut vraiment se pencher sur le jeu d'acteur. Et j'ai pas le sentiment d'être super doué pour analyser ça. Je peux un peu analyser le jeu de doublage, parce que voilà, le ton qui s'entend était facile, mais le jeu d'acteur, très souvent, je me rends compte que je saute à côté de pas mal de choses, pas mal d'expressions, de pas mal de gestuels qu'énormément de gens remarquent, enfin de critiques, remarquent assez finement, et moi pas trop quoi. En règle générale, je me rends compte, ouais, est-ce que c'est bien joué ou pas? Et je vais pas beaucoup plus loin que ça par rapport à un acteur, par rapport à la façon dont il joue. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas énormément, excessivement envie de me pencher sur ce genre de film, parce que en plus des choses que je saute habituellement lorsque je critique un film animé, bah, il faudrait aussi que je saute un petit peu cette partie-là. Hein, si je dois vous donner un avis. Après, voilà, si je me suis centré sur les films animés Disney, c'est parce que l'animation Disney, par rapport à ses studios principaux, a quelque chose, une espèce de formule, une espèce de valeur sûre, entre guillemets, à laquelle on peut un peu s'attendre. Hein, pas forcément en termes de qualité, mais en termes de contenu que, honnêtement, je ne retrouve pas dans les films Disney au sens général, quoi, les films Disney live action en prise de vue réelle, où il y a à boire et à manger. Ah, il y a des trucs qui sont géniaux, des trucs qui sont pas super géniaux, ça n'arrête pas de varier, donc... la raison pour laquelle je me suis jamais vraiment centré sur ces films-là, je trouve que c'est pas intéressant à voir, et que ça dénote pas une patte particulière en fait. Là où il y a une recherche artistique intéressante à noter dans les films d'animation Disney par rapport à certains studios une fois de plus. Le reste, c'est du bonus, hein, comme je l'ai dit. En tous les cas, on n'est pas là pour s'étendre là-dessus. Vous êtes là pour m'entendre parler de mes films en prise de vue réelle préférés de tous les temps. Et c'est ce qu'on va faire. Avant de commencer, j'ai vraiment essayé dans cette liste de retenir plusieurs genres différents, ne pas trop en compter en plusieurs morceaux, hein. Il y a quelques cas où il y a deux ou trois films qui sont d'un même genre, mais j'ai évité de trop les regrouper. Et ouais, j'ai vu des tas et des tas de films une fois de plus. Donc cette liste, je suis sûr qu'elle est déjà pas définitive, c'est certain. Et si ça se trouve, même par rapport à ce que j'ai regardé, j'ai la mémoire peut-être un peu trop floue pour pas me rendre compte qu'il y a certains films qui étaient mieux faits que d'autres. Il y en a que j'ai plus vu que d'autres, donc j'ai peut-être pas le bon souvenir de certains films, etc. C'est pas impossible que ça joue. Et donc, ouais, c'est cette liste, j'ai essayé de faire de mon mieux par rapport à ce dont je me souviens, ce qui m'avait vraiment marqué. Pour la mettre en place, ça m'a demandé du temps. J'ai dû virer quelques cas qui auraient très bien pu rentrer dedans. Il y a deux films que j'ai un petit peu voulu compter, mais qui sont pas très loin du top 15, quoi. Je peux parler rapidement de ça, c'est The Dark Knight et X-Men Days of Future Past. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, moi je trouve que le film est génial. Voilà, ces deux films-là, ils sont pas passés loin, si vous voulez savoir. Mais bon, ils sont pas tout à fait dans le top 15. Je pourrais me jeter dans une longue liste de films qui auraient pu rentrer dans mon top 15 et qui sont pas entrés de justesse, mais bon,
on va pas perdre trop de temps, on se jette tout de suite en avant pour mon top 15 des meilleurs films en prise de vue réelle. Numéro 15, La Grande Vadrouille, ex aequo avec Effroyable Jardin. Voilà, je les compte ex aequo parce que c'est le même thème, hein, et le même genre d'ambiance qu'on a. C'est-à-dire qu'on est en pleine Seconde Guerre mondiale, on suit vraiment un duo particulier dans ce qu'il vit, en alternant entre le côté un petit peu comique de nos personnages et la situation assez grave de la Seconde Guerre mondiale, l'occupation allemande, tout ça, tout ça. Et je trouve que un film comme l'autre fait très bien son job. La Grande Vadrouille, alors c'est un film dont beaucoup de gens en ont un petit peu marre, se sont lassés parce que on n'arrêtait pas de le diffuser à la télé. Je sais que quand je suivais la télé, ce qui commence à faire un petit peu longtemps maintenant, c'est un film qu'on diffusait tous les ans sans problème et chaque fois on tombait dessus. Il y en a, je suis sûr, ça les a un petit peu dégoûtés. Et je vous cache pas que ça m'a un petit peu dégoûté pendant un moment, mais voilà, je me suis revu relativement récemment, après donc des tas d'années sans l'avoir revu avant, et je me suis rendu compte à quel point il est vraiment solide. Et pourquoi on le diffusait autant, hein, pourquoi beaucoup de gens considèrent ça comme étant le meilleur film de Louis de Funès, parce que ça le vaut. Hein, voilà. Là, le duo avec Bourvil est vraiment percutant et efficace. Magnifiquement son effet. Les situations qu'on met en place avec nos deux résistants de fortune, mais comment les différents personnages perçoivent cette occupation, quoi, cette poursuite, etc. Ça oscille de façon très, très efficace entre le cocasse et le sérieux, quoi. Ces choses qu'on risque. Il y a beaucoup de choses qui passent nickel là-dedans, et la seule chose que j'aurais à redire vraiment, c'est la fin un peu trop abrupte. La fin me gênait un petit peu trop. Le reste, vraiment, je trouve que c'est nickel. Le film est très bien porté par ses deux acteurs principaux et arrive à mélanger de façon très, très bonne le cocasse et le sérieux de la situation. Et c'est un peu pareil avec Effroyable Jardin, où c'est plus sérieux que cocasse quand même, hein, ça met plus en avant le côté sérieux, le risque de mort de nos personnages, mais c'est un peu le même principe comme je l'ai dit. Nos deux héros centraux ont une bonne dynamique, et cette situation qu'on veut dépeindre par rapport à leur perception de la résistance, par rapport à leur situation, et les différentes étapes où ils subissent ça, quoi. Au début, ils sont tout fiers d'être résistants, et après, ils subissent le contre-coup, parce que voilà, ils étaient totalement amateurs. Ça rend très bien. Et il y a ce lien que j'ai trouvé très joli avec ce soldat allemand qui lui aussi montre qu'il en a marre de cette guerre, que oui, la guerre, ça affecte les soldats d'un côté comme de l'autre, et que c'est pas juste les méchants contre les gentils. On veut mettre un petit peu plus en exergue ça. Je dois avouer que pour La Grande Vadrouille, c'était un peu plus méchant contre gentil, j'avoue. Hein. Effroyable Jardin, ça a plus de nuances. Et voilà, il y a tout un poids par rapport au cheminement de nos personnages, ce qu'ils subissent et les leçons qu'ils vont en tirer au fur et à mesure, hein, avec des moments qui sont parfois assez cocasses et des moments qui sont parfois très, très sérieux, qui nous mettent bien dans l'ambiance de la situation Seconde Guerre mondiale. C'est deux films français qui valent vraiment le coup. Je vous cache pas que j'ai eu l'occasion d'en profiter avant d'être un petit peu gavé par les faits. Oh, vous vous rappelez la Seconde Guerre mondiale, comme c'était horrible, parce que je vous cache pas que depuis une dizaine d'années, il y a un peu cet effet-là. Je sais que la Seconde Guerre mondiale, c'était horrible. Vous n'êtes pas obligé de faire 50 films par an pour ça. Au bout d'un moment, ça vous saturait un petit peu, je vous cache pas. C'était avant cette saturation que j'ai découvert ces films, et donc c'est pour ça que ça passe mieux. Hein, si vous avez découvert après, peut-être que ça n'aurait pas eu cet effet-là, mais il passe très bien si vous saturez pas du délire. Je trouve que ça vaut largement le coup d'œil. Numéro 14, L'Auberge Rouge, le film sans doute le moins célèbre de cette liste, ça c'est sûr. Je pense que pas beaucoup de gens parmi ceux qui me suivent l'ont vu, parce que c'est un vieux film des années 50 ou 60, avec Fernandel, son meilleur rôle, je trouve, qui est une comédie noire qui mélange de façon exquise l'horreur d'une situation assez macabre et l'humour par rapport à la réaction de nos personnages, Fernandel en tête.
Voilà, je vous fais le pitch rapidement, quoi. Fernandel est un prêtre et avec un groupe de gens, il se retrouve un petit peu bloqué chez d'autres personnes qui les accueillent bien, etc. Ça a l'air de bien se passer, mais il apprendra via quelqu'un de la famille qui les accueille que ce sont des tueurs en série, les gars. Et c'est genre une coutume comme ça, et donc elle se confie, et il est lié à ses devoirs quoi, en tant que prêtre. Elle s'est confiée à moi, je peux pas dire ce qu'elle a dit aux autres. Et j'en dis pas plus, mais les réactions de nos personnages, les risques qu'ils ont et comment notre personnage central essaye de concilier son devoir de secret, ça arrive à créer des situations de tension assez fortes et des situations ultra cocasses. De la comédie d'horreur qui fonctionne bien, portée par un Fernandel à son meilleur niveau. Hein. Sachant que oui, apparemment il adore jouer les prêtres, ce type. Numéro 13, À la poursuite de demain, le film le plus récent de ma liste, et j'ai un peu hésité, mais voilà, je me suis revu récemment, j'ai acheté le DVD, pour me faire une idée un peu définitive de ce que j'en pensais, parce que je l'avais adoré après l'avoir vu au cinéma, et je me suis dit peut-être qu'en le revoyant, ça va un petit peu se restreindre, ça a un petit peu diminué mon appréciation. Ça a été le cas avec Star Wars 8 et Le Retour de Mary Poppins. Deux films que j'adore encore, hein, je les aime encore beaucoup ces films-là, mais pas autant qu'après mon premier visionnage. Mais là non, je l'apprécie toujours autant. J'irais même jusqu'à dire que je l'aime encore plus qu'à mon visionnage au cinéma, parce que une fois que je sais vers où ça part, où on veut aller avec ces personnages, les liens qui se créent entre eux et le message qu'on veut renvoyer à la fin, ce message vraiment d'espoir, qui a vraiment conscience de cette atmosphère de laisser tomber au sein du monde, c'est très fort. Je trouve que c'est très fort, porté par un moment magistral avec la diatribe de Hugh Laurie en tant qu'antagoniste. Moi je trouve que ça passait nickel. Et ouais, quoi, c'est porté par des acteurs qui sont à fond dedans. Moi, je pense que l'actrice qui s'en sort peut-être un petit peu moins bien que d'autres, c'est notre héroïne centrale, mais George Clooney, la fille qui joue Athéna, et Hugh Laurie, ils sont nickel, quoi. La relation entre Hugh Laurie et Athéna, comment ils vivent ça, il y avait tellement moyen de rendre ça totalement malaisant, mais ils arrivent à rendre ça super bien fait, quoi, grâce aux acteurs et grâce au texte. Vraiment, le texte est super bien fait, la mise en scène est nickel, les personnages ont ce petit plus qui appuie leur passé, leur mentalité qui marche très bien, et oui, il y a de temps en temps quelques petites grossièretés de mise en scène. Hein, il y a des gens qui les ont pointés, je comprends très bien que ça puisse vous gêner un petit peu. Pour moi, c'est largement compensé par tout ce que le film fait positivement. Numéro 12, Sherlock Holmes. J'adore ce film, et vraiment, si vous voulez me demander mon avis sur quelle est ma représentation préférée de Sherlock Holmes dans les médias, c'est celle de Robert Downey Jr. Et oui, je le préfère à Dominic Cumberbatch, et je vous emmerde. Voilà, Dominic Cumberbatch est très bon dans son rôle, et il passe nickel dans la série, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Je trouve que Robert Downey Jr. a ce petit truc en plus, cette petite facétie en plus, légère, qui fait que je l'aime un chouïa plus, et il porte à merveille le film, qui joue magnifiquement sur le tableau d'une part de la déduction, comment notre héros s'en sert, des fois donc pour des cas d'enquête assez logiques, et des fois simplement pour se battre, avoir la meilleure piste à suivre pour telle ou telle chose. Je trouve que en termes d'écriture de scénario, c'est super bien ficelé. Vraiment, le mystère, comment notre héros tombe dessus, comment il arrive au fur et à mesure à faire les liens, à comprendre les différents points. Au fil de la progression, c'est fait de main de maître. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est bien ficelé. Nos personnages centraux, c'est-à-dire Holmes et Watson, ont une excellente dynamique et vraiment des joutes d'esprit qui passent nickel, vraiment. C'est un délice de suivre ces dialogues-là, et voilà, deux super personnages qui portent magnifiquement un très bon scénario. Pour moi, c'est un grand film, ça. La suite, un petit peu moins, c'était un
tout petit peu plus grossier à certains points, et disons que c'est un peu frustrant de voir qu'on passe d'un méchant un petit peu moins connu à Moriarty, et qu'on n'ait pas l'impression que les enjeux étaient grandement élevés en termes de déduction. C'est ça qui fait que le film peut être un tout petit peu décevant, un petit peu frustrant. J'apprécie quand même pas mal ce film-là, hein. Je suis content de l'avoir acheté en DVD avec le premier, mais c'est vrai qu'il n'est pas aussi puissant, malheureusement, mais il fait bien le taf. Et ouais, je sais pas, est-ce qu'on va faire un Sherlock Holmes 3, un de ces quatre? Ça dépendra un petit peu de la disponibilité des acteurs, du réalisateur, etc. J'espère que ça se fera. Y a qu'à espérer. Numéro 11, Minority Report. Je suis plutôt friand de ce genre d'univers un peu futuriste où on a une espèce de scénario et si. Et si on se reposait trop sur la technologie. Là, ça arrive un petit peu souvent, ça, ce genre de truc. Il y a un autre cas qui me plaît beaucoup dans le genre avec iRobot. Voilà, iRobot, j'ai quelques petits soucis techniques de logique qui m'empêchent de l'apprécier autant que Minority Report, c'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait dans mon top 15, mais voilà, c'est un peu le même délire, je suis à fond dans ce genre d'ambiance. Tom Cruise, pour tout le mal qu'on peut dire de la personne, reste un acteur très impliqué, qui joue parfaitement le rôle du gars qui est pris dans toutes ces imbrications, dans cette espèce de complot contre lui, qui amènera donc à cette espèce de confrontation qui est pour moi vachement intelligent et vachement prenante. Faut savoir, hein, je résume pas à chaque fois le pitch parce que bon, pour beaucoup de ces films, c'est quand même très connu. Faut dire ce qui est, moi je trouve que la quasi-totalité des films dont je parle, c'est quand même des films qui ont fait parler d'eux, qui ont eu un grand public à leur sortie. Voilà pourquoi je n'en parle pas en détail. Mais voilà, si vous ne connaissez pas le délire, comment ça marche, je vous renvoie à voir ce film, parce que ça vaut vachement le coup, hein. Le principe de base sur la façon dont le crime est géré, sur le système qu'on met en place et la façon dont on en dépend totalement, et quelque chose de très intéressant à discuter, à analyser, hein, sur lequel réfléchir. D'ailleurs, il me semble que c'est tiré d'un bouquin. Il y a beaucoup de bons films qui sont tirés de bouquins. Faut avouer, je suis sûr que dans cette liste, il doit y avoir des tas et des tas qui sont des adaptations, hein. Si ça se trouve, c'est que des adaptations. Vous pouvez me dire, hein, ça ne me surprendrait pas. Mais voilà quoi, le concept est très bon, la façon dont on le gère par rapport à cette espèce de fuite de notre personnage, la façon dont on dépeint ce monde futuriste, avec donc ces nouvelles règles qui sont mises en place, je trouve ça très intelligent, brillant sur pas mal de points, et la confrontation finale, donc ce que veut dire ce système, comment il marche, comment on doit réagir face à ça. Il y a beaucoup de choses que je trouve très intéressantes. Et ça complète merveilleusement bien la psyché de notre personnage qui subit tout ça. Et aussi de quelques-uns qui sont autour. Hein. Il n'y a pas que Tom Cruise qui brille dans ce film, même si c'est lui qui est le plus mis en avant, évidemment. Il y a un ou deux moments où c'était un peu grossier la façon dont certaines choses s'enchaînaient, j'avoue. Mais en dehors de ça, c'était nickel. J'ai adoré suivre ça, c'était super imaginatif, l'action était palpitante et l'idée était super bien rendue et bien menée au fil du scénario. Très bon film pour moi. Numéro 10, Titanic. Eh oui, il fait partie de mes films préférés. Lorsque quelqu'un me l'a demandé en Disney VHS, j'étais super content parce que voilà, j'avais beaucoup de bien à en dire. Et c'était assez salvateur, hein, pour moi. Ça me permettait un petit peu de sortir ce que j'avais sur ce film, surtout après avoir grandi dans un environnement, dans un milieu où la plupart des gens crachaient pas mal sur le film. Parce que vraiment, j'en ai déjà parlé dans ma mise au point, mais les gens avec qui j'ai grandi, là où j'étais à l'école, c'était genre un film méprisé presque. Oh là là, c'est super gnangnan cette histoire d'amour, ça gâche totalement l'histoire, tout ça. Vraiment. Alors que moi j'adorais ça et j'osais pas le dire. Là c'était plaisir de dire pourquoi j'adorais le film, pourquoi il était bien fichu. Et je vais pas m'étendre plus que ça, vous avez vu ma critique. Si vous l'avez pas vu, je vous renvoie à ma critique. Voilà, je fais de la pub. Et on passe directement au suivant. Numéro 9, La vie est belle, avec Roberto Benigni. C'est toujours un petit peu chiant de préciser ça à chaque fois, parce qu'il y a deux films qui ont eu ce titre français-là, c'est pas du tout la même chose. Enfin voilà, hein, le seul film non français et non américain que vous verrez dans cette liste, me semble-t-il. Attendez, oui, c'est le seul. Hein, ou alors il y en a qui sont
d'autres pays pour des raisons de droit, de lieu de tournage ou je sais pas quoi. Non, non, c'est que des films français américains le reste. J'aime énormément le peps de Roberto Benigni, même dans des films que je trouve pas si géniaux que ça, comme j'en sais rien, cette espèce de version de Pinocchio, j'avais toujours ce plaisir de trouver l'énergie du personnage, quoi, parce que ce type, c'est un personnage à lui seul, quoi, avec vraiment sa façon de s'exprimer, son peps. Ça se ressent beaucoup ici. Ils ont créé un concept de Seconde Guerre mondiale à nouveau. C'était à une époque où je ne saturais pas de ça, où on se centre vraiment sur la déportation, hein. Comment ça se passe pour les juifs qui sont mis dans ces camps et comment ils doivent vivre ça. Alors on se doute bien que c'est pas la joie, hein, et que ça se passe pas super bien. Là on nous le montre d'un point de vue qui arrive, comme pour les cas dont j'ai parlé avant, à être à la fois un peu cocasse et à la fois super sérieux et même assez triste, assez touchant, où ce père veut vraiment faire en sorte que son enfant ne déprime pas, ne subisse pas cette horreur qu'il est en train de subir, et donc lui fait croire un gros mensonge jusqu'au bout. Quelque chose qui est très drôle dans certaines mises en scène, parce que vraiment, quoi, il y a Roberto Benigni qui fait passer ça bien, et vachement touchant, qui émeut aux larmes. J'en ai parlé, la scène de fin, et c'est un de mes moments mouchoirs les plus forts, et c'est très fortiche, quoi. Dépeindre cet environnement-là, avec un ton qui mélange le léger, sans manquer de respect un tant soit peu au sérieux que ça représente, je trouve que c'est magistralement fait, et ça cimente grandement ce film qui est mon film sur la Seconde Guerre mondiale préféré. Numéro 8, Die Hard. Oui, ça va peut-être être polémique pour certains, parce que, en règle générale, c'est un film qui est bien apprécié, mais rarement au point d'être situé dans un top 10, top 15 des meilleurs films que ce soit animé ou live action, enfin bon voilà quoi, on met rarement ce film aussi haut que ça, et le fait est que je peux pas m'empêcher de le placer si haut parce que je suis totalement pris par le délire. La façon super intelligente d'approcher ce genre de film d'action, au ficelle un peu typique, sans partir dans des trucs trop faciles, sans partir vers le héros super badass, super fort, qui se sort de toutes les situations en ayant juste quelques petites sueurs, et puis voilà. Non, ça va plus loin que ça appuie de façon beaucoup plus forte les risques qu'il y a, et ce que notre héros subit à la fin. Je trouve ça très malin, dans tellement de points, la façon dont on joue sur ces ficelles, et on les suit pas jusqu'au bout, quoi. On suit les choses qui sont les moins stupides et on essaie d'être plus malin sur le reste de façon à ce que ça soit beaucoup plus cohérent, contrairement à des tas de films d'action des années 90 où ouais quoi, c'est du fun à regarder, mais une fois qu'on s'y penche un temps soit peu, on se dit mais c'est complètement con en fait. C'est complètement forcé, notre héros il est un petit peu trop cheaté. Hein, et par contre, on ne va pas les appeler Garistou, eux. Là, ce coup-ci, on fait gaffe à pas tomber dans ce genre de délire-là, en rendant nos personnages assez marquants. Ils ont un petit peu leur gimmick à eux, mais ils sont un peu plus que ça. Et en rendant, ne serait-ce que nos méchants, beaucoup plus rattachables à un certain degré. Ça reste des connards sur pas mal de points, mais on passe du temps avec eux. On montre ce qu'ils veulent faire et on leur donne suffisamment de personnalité pour que ce soit pas juste ah nous les gros méchants on vient faire le mal et c'est tout ce que vous retiendrez de nous quoi. C'est plus que ça. Et ouais, la rivalité, le jeu d'intelligence entre John McClane et le leader est pour moi super fort. Hans Gruber, c'est ça. C'est très fort. Et rien que la dernière confrontation de fin, pour moi, ça me prend au trip, quoi. Il y a du symbolisme assez simple mais efficace. Il y a cette sensation de tout le poids qu'il a porté jusqu'à présent et ce suspense. Pour moi, c'est l'action la mieux faite dans un film d'action, rattaché à un scénario vraiment bien pensé sur beaucoup de points. Les suites, à certains degrés, ont essayé de tacler ça un petit peu, mais on sent quand même qu'elles essayaient un peu de tabler sur ce qui a marché là-dedans, et donc il n'y avait pas autant de force. J'aime toujours pas mal Die Hard 2 et 3, vraiment. Die Hard 4,
c'est sympa à regarder une fois. Et d'après ce que j'en ai entendu, Die Hard 5 et 6, c'est pas génial, quoi. Mais voilà, quoi, ça change rien à la force de Die Hard premier du nom, qui pour moi est le plus grand film d'action qui existe. Numéro 7, The Truman Show, mon film préféré de Jim Carrey, et c'est pas pour dire qu'il n'y en a pas d'autres que j'aime beaucoup non plus, hein. J'adore Le Masque, Ace Ventura, premier du nom, j'aime beaucoup, un petit peu moins le second, mais il est quand même sympa. Il a fait beaucoup de films assez fun, Jim Carrey, mais là on part sur quelque chose d'un petit peu différent. On joue un petit peu sur son côté un peu comique, je tiens pas sur place, mais il se restreint beaucoup plus par rapport à ce qu'on crée. Et je trouve ça particulièrement visionnaire en fait, pour l'époque 1997, quand même 1997, d'afficher à ce point les dérives du divertissement et jusqu'où on est prêt à aller. En 1997, c'était pas du tout chose courante, hein, la télé-réalité, ce genre de conneries. Mais dès le début, le réalisateur a su capter jusqu'où ça pouvait aller, à quel niveau on pouvait se rendre dans le mauvais goût pour plaire au spectateur. Il y a vraiment cette dépiction, cette représentation du spectateur de la télé-réalité, à la fois pas flatteuse, mais à la fois un tout petit peu compréhensive de ce qu'ils ressentent. Que j'aime beaucoup, quoi, parce qu'on a régulièrement des spectateurs qui interagissent, qui observent leur télé pour voir ce qui se passe, quoi, comment ça se déroule. Et à la fin, la façon dont c'est traité à la fin, je trouve ça super intelligent pour terminer le commentaire. C'est une fin abrupte, mais bien rendue par rapport au commentaire du film. Le personnage central, bien entendu, joué par Jim Carrey, est super par rapport à sa situation pour rendre la chose, parce que voilà, il a cette petite crise de ras-le-bol qui s'installe au fur et à mesure de sa vie assez répétitive, et le fait que bon, on a beau avoir un grand budget, c'est difficile de maintenir l'illusion autour d'une seule personne. La façon dont ça se met en place, dont ça s'effondre petit à petit, dont on essaye de rafistoler ça du mieux qu'on peut au fur et à mesure, je trouve que c'est super malin, et ça fait un effet nickel, quoi, autour du personnage qui est bien rendu, autour de Jim Carrey qui joue parfaitement, ce côté plus réservé mais qui a deux doigts de craquer, c'est très bon, c'est très bon. Voilà, c'est un film très intelligent et surtout pour son époque. Numéro 6, Le Dîner de cons, ma comédie préférée de tous les temps. Française ou américaine, ma comédie préférée de tous les temps. Hein. Jacques Villeray, toujours aussi génial, je pense que c'est un de mes acteurs préférés. Et son duo avec Thierry Lhermitte est nickel. Cette considération, au début, traitée à la légère, quoi, des gens qui sont inférieurs à nous, qui ont des hobbies un peu bizarres, qui n'ont pas forcément la réflexion plus poussée que nous, pour amener un petit peu à cette situation où ils sont obligés d'être ensemble et où Thierry Lhermitte subit ce type à la théâtre, parce qu'à la base c'est une pièce de théâtre. Moi je trouve ça hilarant à de nombreux moments. Vraiment, et les deux acteurs font passer ça à la perfection. Les situations, les dialogues, c'est juste... Vraiment, c'est savoureux à entendre. Et la petite touche en plus qui situe ce film aussi haut dans mon classement, c'est le fait que ça va un petit peu plus loin que ça, quoi. C'est pas juste une comédie sans rien autour, hein. C'est un petit peu plus que ça. Ça essaye de lancer un message comme quoi la connerie, la façon dont on perçoit les autres, cette façon d'étiqueter les gens comme cons, comme ça, assez rapidement, ça peut se retourner contre vous. Et vu comme c'est montré par rapport à nos personnages, leur évolution, etc., cette espèce de résolution de fin, là aussi, qui part sur un gag un petit peu abrupt. On aurait peut-être pu se passer de ce genre de ce micro-détail, puis vraiment, il faut que je trouve des choses à redire. C'est, je trouve, succulent à voir. Ça va un tout petit peu plus loin que la comédie en faisant passer un message sur comment considérer les gens, et je trouve ça assez fort. Hein, c'est majoritairement bon pour sa comédie très bien faite, mais il y a ce petit détail en plus qui hausse encore plus ce film pour moi, et c'est mon deuxième film français préféré, il y en a un qui est au-dessus. Mais avant ça, numéro 5, Fenêtre sur cour. Fallait que je mette un Hitchcock dans cette liste.
Vraiment, de tous les vieux réalisateurs, c'est le seul dont je sois réellement fan de l'œuvre. J'ai pas suivi tous les films d'Alfred Hitchcock, mais j'en ai vu une grande partie. Et à part les oiseaux dont j'ai parlé dans un top précédent, j'apprécie beaucoup ces films à divers degrés. Vertigo, La Corde, Le Crime était presque parfait, Psychose, pour ne citer que cela, il a fait des tas de films qui étaient géniaux. Ces films-là sont très bons et valent largement le coup d'œil. Mais celui qui m'a vraiment le plus marqué, qui m'a le plus satisfait à son visionnage, c'est Fenêtre sur cour avec James Stewart, que j'adore en tant qu'acteur, qui joue le rôle de quelqu'un qui est blessé à la jambe et donc pour se distraire, il observe l'immeuble voisin avec son télescope, enfin je sais pas si on peut appeler ça un télescope, par curiosité, un petit peu morbide. Voilà, on dépeint notre personnage comme quelqu'un d'assez gris dans sa mentalité, hein. C'est pas quelqu'un de super sympa, etc. Et cette curiosité va l'amener à découvrir quelque chose d'assez macabre. Et il va y avoir toute cette espèce de suspense, cette tension assez forte qui s'installera par rapport à ses doutes, ses craintes, le risque de se faire choper, etc. Il y a une mise en scène magistrale dans le déroulé des événements. Comment notre personnage les découvre, comment il le vit, comment il réagit, comment il essaye de faire ça, alors que bon, c'est quelqu'un qui a une chambre dans le plâtre, il ne peut pas faire grand chose. C'est pour moi très bien foutu, vraiment. Écrit de main de maître, mis en scène de façon un peu minimaliste, mais minimaliste très bien pensé, comme La Corde. Vraiment, La Corde aussi, c'est mis en scène de façon un peu minimaliste pour faire un petit peu écho au théâtre. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça que ça s'appelle La Corde. C'est un truc qui m'a toujours fait un peu délirer avec La Corde. Il appelle ça La Corde alors que c'est un terme qu'on n'emploie pas au théâtre, le mot corde. Et pourtant, il fait une mise en scène très théâtrale. C'est le petit détail, histoire de te dire pourquoi j'aime beaucoup la mise en scène d'Alfred Hitchcock. Celle-là, ce film-là, Fenêtre sur cour, c'est celui où ça se ressent le plus. La mise en scène est juste magistrale. Et les différents moments, les différentes évolutions de la situation ont cet impact vraiment puissant jusqu'au dénouement qui vous prend sincèrement aux tripes. Après, d'après ce que j'ai suivi, il y a eu je sais pas combien de remakes de ce film. J'en ai vu un ou deux, c'était pas aussi fort, c'est sûr. Alors, on essaye juste de remettre un petit peu la sauce plus actuel, plus moderne, ce qui existait déjà. Et je trouve que ça n'a pas si mal vieilli que ça. Faut juste accepter le fait qu'on est à une époque différente de notre époque moderne, mais ça se suit aussi bien, quoi. Le rythme est toujours aussi bien réussi quand on regarde ça maintenant que quand on regardait ça à l'époque, je trouve. Un film qui a très bien vieilli avec l'âge, contrairement à d'autres pour moi, et qui faut largement le coup d'œil. Hein. Si vous voulez vous intéresser un peu à Hitchcock, c'est un des premiers à regarder pour moi. Je vous le conseille chaudement. Numéro 4, Inception, mon film préféré de Christopher Nolan avant The Dark Knight, qui a failli être dans le top 15. Donc ouais, doit être le seul réalisateur qui a manqué d'être cité 2 fois dans cette liste. Hein. J'ai pas suivi en détail, mais je pense que tous les films sont de réalisateurs différents. Hein. En tout cas, ouais, Inception, j'étais totalement pris dans le concept d'entrer dans le rêve, des différentes couches de rêve, parce que c'est vrai, il y a cette organisation de nos rêves qui peut se faire comme ça, et la façon dont on peut jouer là-dessus, la façon dont on peut manipuler quelqu'un de façon subconsciente comme ça. Je trouve ça super malin comme prémisse, super fort. La mise en scène visuelle est juste magnifique. Magnifique ce qu'on fait autour de ça. Super beau à voir. Et nos personnages portent magnifiquement ça aussi. Parce que voilà, en plus du plan pour hacker le rêve de quelqu'un, il va y avoir cette psychologie autour de notre personnage qui a un petit peu ce trouble du passé qui revient lui faire face dans son subconscient et donc dans le rêve qu'il essaye de créer. Et ça finit par avoir de plus en plus de conséquences. On est obligé de passer d'une couche à l'autre en jouant sur la notion de temps qui s'écoule de plus en plus lentement au fur et à mesure qu'on est dans une strate.
c'est tellement malin la façon dont ça se met en place, dont ça se découle. Et si tant est qu'on fait gaffe, c'est pas si compliqué que ça à suivre. La chose qui est un petit peu nébuleuse, c'est ce que ça signifie la fin. Comment on peut interpréter la fin? Est-ce que ça signifie tel truc ou tel autre truc? Et je vais pas non plus dévoiler ce qui se passe hein, pour ceux qui connaissent pas, mais c'est un détail, ça change rien au fait que le film est totalement solide en lui-même, quelle que soit l'interprétation qu'on donne à la fin. Et je trouve ça très, très bien fichu, quoi. La dynamique de groupe est très bien rendue. On a des acteurs qui sont 4 étoiles. Leonardo DiCaprio en premier, je trouve que c'est un excellent acteur. Voilà, il a porté très bien tous les films où je l'ai vu. Même les films les moins bons, je trouve qu'il s'en sort très très bien depuis très jeune. Excellent acteur. Je comprends son succès, vraiment. C'est un film très bien fichu avec une idée géniale qu'on exploite merveilleusement. Numéro 3, Un long dimanche de fiançailles. Mon film français préféré de Jean-Pierre Jeunet. Donc voilà, j'aime pas trop Amélie Poulain, mais j'aime ce film-là. Il m'a vraiment ému et pris aux tripes, comme peu de films ont réussi à le faire. Ça dépeint la Première Guerre mondiale cette fois, et toutes les horreurs qu'il y a autour, toutes les horreurs de l'époque qui sont dépeintes. C'est ce massacre qui avait lieu lors des tranchées et comment un couple en particulier va le vivre. Deux âmes sœurs, deux personnes qui sont très mignonnes ensemble, quoi, qui ont cet amour super naïf et simple, qui va être un peu déchiré par ce contexte de guerre. Et après les événements, notre amoureuse qui va vraiment faire tout son possible, enquêter du mieux qu'elle pourra en manipulant les gens, en essayant de nouer des liens, etc., en cherchant les infos jusqu'au bout, pour arriver à retrouver la trace de son chéri, parce qu'elle a cette conviction qu'il n'est pas mort. Il y a vraiment ce lien super fort entre ceux-là, qui en fait donc un de mes couples préférés, hein, si vous avez suivi le dernier top 15 perso. C'est quelque chose d'assez fortiche de mettre ça en place, tout en profitant de cette intrigue pour bien dépeindre avec une justesse magistrale le contexte de l'époque. Hein, il y a vraiment un effort qui a été fait sur les décors, sur l'ambiance qui rend ça particulièrement prenant. Et nos différents personnages, comment ils ont vécu les différentes choses, les différents problèmes, les horreurs de ce moment-là. C'est très bon. Chaque moment d'enquête, chaque nouveau témoin, ça amène une pierre de plus à cet édifice de recréation d'une époque qui est pour moi super bien faite. Après, je suis pas un spécialiste, hein. S'il y a des gens qui connaissent bien l'époque lors de la Première Guerre mondiale et juste après, n'hésitez pas à dire s'il y a des trucs qui vont pas. En tout cas, l'ambiance rend ça très bien pour moi. Cette enquête est assez palpitante à suivre. Et il y a vraiment cette émotion forte qui se ressent chez notre héroïne pour aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on est à fond derrière elle, parce que elle fait tellement bien passer cet amour naïf qui veut pas abandonner Audrey Tautou, qu'on veut à fond être derrière elle et la suivre jusqu'à la fin. Et c'est ce qui a rendu ça particulièrement touchant et marquant pour moi, et ce qui en fait mon film français préféré, un de mes films préférés tout court. Numéro 2, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ouais, pas original, je m'en fous, j'adore. Et j'ai presque envie de m'arrêter là. Tous les gens que je connais adorent ce film, sont pris par le côté épique, la force des personnages qui ont vraiment, chacun d'entre eux, une personnalité trempée, qui sont pris là-dedans, et toute la symbolique de ce que ça signifie être quelqu'un qui est petit et qui accomplit de grandes choses, contrairement à ce qui a été dépeint avec le film Les Aventures de Porcinet, où on nous rabâche ça en pleine gueule. C'est beaucoup plus subtil, amené de façon beaucoup plus satisfaisante, et tous ces morceaux qui se mettent en place pour la conclusion à la fin, je trouve que c'est tellement fort de symbolisme. Bon, là, j'ai un petit peu spoilé ça pour qui ne connaît pas. Désolé, donc vous pouvez passer à la suite. Mais voilà, la fin, je trouve ça tellement fortiche. Le rôle
qu'a Gollum, Sméagol là-dedans, pour bien dire, ouais, il est irrécupérable, mais il a un rôle à jouer, et comment il le joue, c'est tellement fort, et comment, au bout du compte, à la toute fin, ce qui fait en sorte que l'anneau tombe à sa perte, c'est ce qui a fait en sorte, ce qui au départ ne lui a pas permis d'être détruit. C'est-à-dire ce désir incontrôlable de posséder cette corruption qui a amené à la dernière vraie rixe de ce film, de cette trilogie qui causera la perte du grand méchant. En termes symbolistes, je trouve ça tellement fort, quoi. Tellement fort. Il y a tellement de moments comme ça qui sont très bons en termes de développement de personnages, puisque à nouveau les personnages, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je pourrais passer des heures, et les liens qu'ils forment, des moments émotion et des moments d'action dantesques mis en scène, mais ça vous prend en trip, surtout pour l'époque, quoi. Dans les années 2000, c'était jamais vu ça. J'ai encore jamais rien vu depuis qui atteignit tout à fait ce niveau-là, hein. Je vous jure, hein. C'est juste... ça vous souffle à tellement de niveaux en termes d'histoire, en termes de développement de personnages, en termes d'action épique, en termes d'imagination, de visuel. C'est une épopée géniale qui a quelques petits X ici et là. Ah oui, hein, je ne vais pas le nier, il y a quelques petits cafouillages de mise en scène de la part de Peter Jackson à quelques moments. C'est sûr, mais ça suffit pas à atténuer énormément tout ce qui est génial là-dedans. Parce que ce film, c'est grande majorité d'épique, comme je pense j'en ressentirai jamais autant. Pourtant, c'est que mon numéro 2, et sachez que ça s'est joué à peu de choses près, c'était vraiment très serré avec le numéro 1, mais au bout du compte, mon film live-action préféré est Watchmen. Ouais, beaucoup de gens disent que c'est une adaptation un peu inférieure aux comics de base. Ben, je vais vous avouer un truc, j'ai découvert ce film sans avoir lu le comics de base, et il m'a juste époustouflé, mais totalement époustouflé par la grandeur, d'une part, de cet univers que vous créez, cette espèce de configuration et si. Et si on prenait notre configuration donc de super-héros et qu'on l'incrustait dans un cadre social, politique, beaucoup plus véridique, plus crédible en fait, pour faire passer quelque chose de beaucoup plus cynique que les histoires de super-héros habituelles, même dans des cas qui sont très sombres autour de Batman ou autre. C'est, pour moi, ce que ça raconte, c'est juste brillant d'écriture. Ah, et ça vient en grande partie, je n'en doute pas, du comics de départ. Hein. Sachant que j'ai lu quelques commentaires sur certains changements qui ont été faits. C'est surtout par rapport à une chose à la fin, une espèce d'élément central à la fin qui a un peu changé, que je trouve honnêtement très bien amené. Vraiment, je trouve que ça s'incrustait très bien dans le film par rapport au personnage en question. Oui, je pourrais passer aussi des heures à décrypter tout ce qui va bien dans ce film parce que j'ai du mal à voir ne serait-ce qu'un plan mal fait. Et c'est ça, je pense, le truc qui a haussé ce film aussi haut pour moi. Je dirais pas que les moments d'action, les moments de personnages sont aussi puissants que dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais il n'y a aucun moment où je me dis « Ah, c'est un peu trop forcé là. Ah, ça aurait pu être mis en scène de façon un peu plus forte, moins maladroite. » Je me dis juste « Waouh, la chose la mieux ficelée que j'ai jamais vue. » Je vois aucun anicroche.
Personnellement, hein, n'hésitez pas à dire si vous voyez des anicroches ou... Moi, je trouve que tout est très bien géré dans l'ambiance visuelle où là, c'est un vraiment sombre et morne, où on fait passer à merveille l'ambiance morose de la configuration, la façon dont sont amenés les événements, d'une part par rapport à nos héros, à leur situation et la situation politique mise en jeu dans l'intro qui est longue, mais c'est la plus grande intro que j'ai jamais vue dans un film, avec le choix de musique parfait, les différentes symboliques qui sont mises en place, les évolutions de nos personnages, comment certains ont fini, comment ce groupe de super-héros qu'on voit au tout début a fini par être ce groupe de super-héros qu'on voit à la toute fin du générique et qu'on va suivre un petit peu de façon pas du tout conventionnelle. Ils vont pas se regrouper à la fin pour lutter contre un grand méchant, la joie, la bonne humeur et puis ça va être la libération, tout le monde sera content. Non, non. C'est cette approche beaucoup plus cynique qui essaye de jouer sur les codes des super-héros d'un point de vue plus humain. Mais contrairement aux Indestructibles, dont j'ai parlé il y a quelques temps, ça essaye de jouer là-dessus dans un sens beaucoup plus cynique et négatif. Et négatif dans le sens qui vous donne un grand coup de poing, qui vous réveille, qui vous fait vraiment réfléchir. Personnellement, hein, ça se trouve, beaucoup de gens ont déjà eu ce genre de réflexion avant de voir le film Watchmen, mais voilà, il y a quelque chose de très fort dans la politique que ça décrit, et il y a différentes couches d'analyse que j'y vois au fur et à mesure que je m'y penche. L'histoire de base, telle qu'on la raconte, si on s'y penche pas trop, je la trouve déjà super bonne, vraiment. Mais lors que je me penche sur le message que ça veut faire passer, la façon dont on dépeint l'opinion publique, dont on a vraiment cette vision totalement cynique des gens par rapport à comment ils considèrent les choses, comment on a besoin de les réunifier, pas par des belles promesses et juste des héros en collant qui disent « Ah, on vous protège, tout ça », c'est plus compliqué. Et surtout cette façon dont on fait vraiment descendre la fierté américaine de ses hauts sabots. Hein, histoire de dire, ouais, si les Américains avaient affaire au plein pouvoir, et ben ça arrangerait clairement pas les affaires du monde, quoi. Hein, mais bon, hein, beaucoup de gens ont dû faire ce genre d'analyse, et il y a quelque chose de particulièrement percutant pour moi, là-dedans. Dans la réflexion que ça propose et dans la façon dont c'est mis en scène. Parce que voilà, je vais dire un truc, ça correspond à 100% au style de Zack Snyder. Contrairement à Man of Steel, qui pour moi, ça correspond pas au style de Zack Snyder. Ça, je suis désolé, hein, tant mieux si vous aimez, hein, mais moi, je trouve que Zack Snyder n'a pas du tout un style qui correspond à Superman. Vraiment pas. Mais le ton beaucoup plus cynique et morose des Watchmen qu'on veut faire passer, ça lui correspond totalement et il est totalement dans son élément pour mettre ça en scène. Le jeu de couleurs, la musique qui est utilisée, il y a pas mal de gens qui sont pas super contents de comment sont reprises certaines musiques. Je suis pas mélomane, donc je peux pas dire grand chose, mais je trouve que la musique est employée de façon super intelligente. Les reprises aussi, dans les moments que ça veut mettre en place. Jeu de mise en scène, la lumière, la musique, pour moi c'est nickel, ça accompagne magistralement, magnifiquement ce que ça veut raconter. Et ce que ça veut raconter, c'est super sombre, ça vous mine, mais de façon très intelligente. Et il y a une considération vraiment intellectuelle là-dedans que je n'ai pas retrouvé dans beaucoup de films que j'ai vus. À nouveau, je ne regarde pas des tas et des tas de films. Hein. Si ça se trouve, vous trouverez des réflexions plus poussées que ça. Hein. N'hésitez pas à donner vos films préférés en commentaire qui vous auront plus fait réfléchir que ça. Mais je peux pas... Je peux vraiment pas nier l'impact super fort que ce film a eu sur moi. C'est le film qui m'a le plus fait réfléchir, le film qui m'a tout simplement le plus époustouflé et pour lequel j'ai énormément de mal à voir de défauts à titre personnel. Vraiment énormément de mal. Et je pourrais me pencher sur des tas et des tas de trucs, quoi. Je me suis pas penché en détail sur les personnages et leur psychologie, mais chacun de nos personnages a une psychologie
super intéressante à voir, surtout au fur et à mesure qu'elle se développe au sein du film. Dr Manhattan en premier, beaucoup de gens adorent Rorschach, j'aime énormément Rorschach. Je préfère la psychologie de Dr Manhattan à voir là-dedans. C'est juste, je pourrais passer des heures à dire tout ce qui est bien fichu, tout ce qui m'a fait réfléchir là-dedans. Et voilà, peu de films peuvent se vanter de ça, pour moi. Très très peu de films, hein. Ce qui fait que ouais, c'est mon numéro un. Voilà qui est dit, vous avez mes films en prise de vue réelle préférés. Ce top peut bien entendu changer en redécouvrant certains films, en découvrant de nouveaux films. Évidemment, hein, ça peut tout à fait être modifié par ça, mais après avoir réfléchi un petit moment, je pense que cette liste correspond bien à ce qui me parle, ce qui me touche le plus en termes de cinéma. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos films live action préférés en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt.